Face au monde qui change, quelles sont nos attentes, quels seront nos besoins, quel sera le monde de demain? Pour éclairer le présent et orienter l'action, prenons de la hauteur avec la philosophe et psychiatre Cynthia Fleury, le penseur et économiste Jacques Attali, le physicien et écrivain Christophe Galfard et le chef d'entreprise Antoine Issovski dans le podcast À Voix ouverte, présenté par Anaïs Bouton. Découvrez dès aujourd'hui le premier épisode d'À Voix ouverte, le podcast par CNP Assurance sur RTL.fr, CNP.fr et toutes les plateformes de téléchargement. La série limitée Dare to Create en podcast, c'est une série qui est produite par Ford pour parler de l'innovation et de la technologie dans le domaine de la course automobile. Et ils sont venus me voir et ils m'ont dit « Mais ton audience, c'est des gens super intelligents, donc ils vont forcément être intéressés par ce dont on va parler. » Et moi, je me suis dit « Mais oui, effectivement, vous avez complètement raison, donc venez sponsoriser cet épisode parce que cette série que vous avez produite, elle parle du cœur de l'innovation. Donc, on touche à des domaines comme la conception de la voiture et on va jusqu'à des choses comme l'intérieur du cerveau des pilotes. Donc c'est passionnant et moi je suis super content de pouvoir en parler à mon audience. Donc ça s'appelle Dare to Create et je remercie Ford de me faire confiance pour vous en parler. Encore une fois, Dare to Create et c'est disponible dans votre app de podcast. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actu tech, internet et gadgets. Je suis Patrick Béja, aujourd'hui accompagné de Jérôme Kainborg et Cédric Bonnet. J'aimerais vous remercier de nous écouter. On va parler de Netflix qui augmente ses prix, on va parler de Google qui crée des VPN, qui inclut des VPN, on va parler de News Apple, on va parler de trucs politiques complètement fous et super marrants, non pas marrants du tout, mais il faut un petit peu entraîner les gens et faire un petit peu le buzz. Et j'aimerais remercier les auditeurs qui soutiennent l'émission, notamment David Pribala, Patrick Millard, Note Lemedi, Cédric Hulin, Georges-Henri Bonneville, Prozac33, Priyank, Vegas, Pierre Saumon, Edith Soulas et les producteurs qu'on remercie tous les mois, Léthargique Panda, Alan Gaza, Derek Herbe et Eric. Merci à vous tous. Alors, on fait du buzz, on fait du drama, on fait du clash. Cédric, depuis que tu as changé de nom, je ne te reconnais plus. Est-ce que c'est... Non, je ne sais pas comment ça marche, le clash, en fait. En plus, Cédric, c'est muté. Il doit avoir quelqu'un qui est rentré dans son bureau en lui demandant quelque chose d'important. J'ai fait de me muter parce que je tapais au clavier, je ne voulais pas qu'on entende les petits tapotis. Comment ça va, Cédric ? Ouais. Bah écoute, bien. Ouais, très bien. Même. Tu sais, c'est marrant. Je me rends compte, à chaque fois que je lis ton nouveau nom sur Discord, puisque tu as changé de nom après ton mariage... Oui. On sait que les femmes changent de nom, mais on ne se rend pas compte à quel point c'est perturbant. Cédric, je ne sais plus qui il est. C'est un homme qui change de nom. Ouais, c'est comme ça. En vrai, ma femme m'a dit, non, mais sur Internet, tu peux garder ton ancien nom puisque tu es connu sous ce nom-là, sinon tu vas perdre les gens et tout ça. Et je lui dis, écoute, l'amour est plus important dans l'histoire. L'amour est plus important que les followers. Exactement. Jérôme, voilà. est-ce que tu es... quand même de nom. Oui, est-ce que tu es d'accord que l'amour est plus important que les followers, Jérôme ? Ah oui, définitivement oui, non, c'est clair. Je vous trouve... Après, il y a l'amour... Arrête de crier, Jérôme, sérieux, tu exploses les oreilles de tout le monde à chaque fois. Il y a l'amour des followers aussi. Ah ah, voilà, les choses importantes. Je sens que Twitch est bien d'accord avec nous. L'amour, c'est une chose, mais l'amour des followers, je te trouve, Cédric, bien cavalier avec tous tes followers. Il y a quelque chose qui est même au-dessus de tout cet amour-là. C'est comme pour Patrick, finalement, l'amour de l'argent. C'est ça, évidemment. C'est beaucoup plus important. Écoutez, pour Patrick. Non, alors il y a aussi l'argent de l'amour aussi. Ne l'oubliez pas. Alors celui-là, il faut trouver la personne à épouser quand même pour avoir l'argent de l'amour. Oui, c'est simplement se prostituer. On peut se prostituer aussi. Ah, tu veux dire ce genre de choses ? J'avais dit Mélania, si tu nous écoutes et tu parles de prostitution, moi je trouve que c'est quand même déplacé. J'ai une super idée. Si on parlait de tech plutôt, par exemple, on pourrait parler d'un sujet tout à fait consensuel, Netflix qui augmente les prix de ses forfaits aux États-Unis. Rassurez-vous, de 1 à 2 $. Les forfaits sont désormais à 18 $ par mois pour le plan standard et 14 par mois pour le plan standard et 18 par mois pour le plan premium. C'est un petit peu inévitable que Netflix augmente ses prix. C'est encore acceptable. Est-ce qu'on est en train de se faire avoir jusqu'à l'os ? Soyez un petit peu énervés, ça fait mieux vendre.
Moi, ce que je dirais, Et on c'est parlait que d'amour et d'argent tout à on l'heure. Moi, je veux, hein. il y a 1 an, on disait: «Ouh là, Netflix en péril, il y a Disney qui arrive, il y a les autres, ça va mal aller». Netflix est quand même en position largement dominante. Donc, quand tu es en position dominante et que tu produis beaucoup plus, parce qu'ils produisent quand même beaucoup plus que tous les Oui, autres oui. assemblés, hein. Mmh. Tout ça a un coût, ils augmentent le coût. Est-ce qu'ils vont atteindre? Pour l'instant, les gens se désabonnent pas, et moi, je vais être honnête, même si le prix augmentait, allez, 2, 3, 4 € par mois de plus Et qu'actuellement, c'est ça la je pense que question, en je ne fait. Combien tu serais pas. prêt à payer pour Netflix? À quel moment tu commences à dire, bon, là, ça commence à faire compliqué? Bah, c'est là, je pense que je me désabonnerai des autres, parce que j'ai Ah quelques oui. abonnements chez les autres, Mmh. avant de me désabonner de Netflix. Parce que si je regarde mon watch time, désolé pour l'anglicisme, mon temps de visionnage, De regardage. de regardage, allez, je suis largement entre 70 et 80 du temps sur Mmh. Netflix quand même. Ouais, je peux comprendre. Hormis The Mandalorian et quelques autres séries sur d'autres trucs, et puis, il faut reconnaître un truc, Netflix produit non seulement des bonnes choses faciles à regarder, mais aussi des projets plus culottés. Là, hier, j'ai binge-watché, enfin, j'ai terminé de binge-watcher, The Queen's Gambit. Ouais, il paraît que c'est bien, ouais. C'est super, et puis c'est culotté comme sujet, un Raconte rien, je veux pas de spoil. non, mais c'est juste une joueuse d'échecs, c'est ça que je Mmh. disais, c'est culotté de faire un truc palpitant sur les échecs, quoi. Mmh. Ouais, Ouais. mais bon, effectivement, ils dépensent beaucoup d'argent sur la production et ils augmentent leur prix. Moi, je crois que c'est pas tellement lié aux dépenses, c'est simplement Non. lié au fait que, bah, comme tu le disais, tu te désabonnes pas, quoi. Cédric, j'imagine que tu es abonné Netflix et que c'est pas Oui, Disney oui. Plus qui va te faire quitter Netflix. Comme le disait Jérôme, on Alors va c'est quitter ma les femme autres qui est abonnée avant. Disney+, Mmh. qui est abonnée Netflix. C'est ma femme qui est abonnée Netflix, j'utilise son abonnement. On partage tout, mais non. Mais ça me fait économiser, Anna. Non, c'est pas En vrai. fait, c'était ça le deal, tu C'est Ouais, c'est ça, ça, changes de ouais. nom et tu Alors, mets tu tout sur changes un de c'est autre. nom, ça, je mais... récupère ah ouais, mais je garde Netflix. Non, non, Ouais. mais moi, je pense sincèrement que l'opportunité d'augmenter, c'est surtout le fait que le cinéma enfin, personne va au cinéma aujourd'hui et Mmh. ce budget de cinéma, finalement, cet argent en trop, il est à prendre aussi. Donc Ouais, ouais. produire des films, Enfin, mais en parce qu'ils trop. produisent des films de cinéma en trop, oui, tu vois ce que je veux dire? Non, parce que si c'est C'est-à-dire en que trop, moi j'ai une autre suggestion pour vous, hein. Quand on parle d'argent, Patreon, bien c'est sûr, très bien aussi. Patreon, tout ça, l'amour de l'argent, tout ça, évidemment. Mais le truc, si tu veux, c'est moi j'ai vraiment cette sensation-là de que, bah, le budget des ménages est pas extensible à l'infini. Il y a, pour moi, il y a un budget qui a entre guillemets «disparu», c'est le budget loisirs, sorties et tout ça. Mmh. Netflix produit du contenu, Netflix se dit: «Bah, c'est Pas aussi bête, l'amour ouais. de l'argent». Je pense pas que Netflix ça coûte beaucoup plus cher à Netflix de produire aujourd'hui, par rapport à l'année dernière, en fait. Non, J'ai un c'est gros doute sûr, sur ça. Ils c'est... ont fait des Mmh. grosses séries à succès, style The Witcher et tout ça, et honnêtement, c'est pas ils peuvent se permettre effectivement de C'est prendre ça, je quelques pense que c'est acteurs, ça la quelques trucs, motivation. mais le vrai truc, c'est qu'ils s'en mettent plein les fouilles. Enfin, clairement, et le fait qu'on soit enfin, qu'on soit à la maison, ils ont une vraie carte à jouer qui est de dire, «Bah, regardez, nous on a pléthore de trucs dans le catalogue. Cet argent va servir aussi à acheter des choses dans le catalogue», mais de manière globale, je pense sincèrement qu'ils se disent, bah, les gens ont entre guillemets «plus de moyens». Alors aux États-Unis, c'est un peu particulier parce que, il y a pas de chômage, il y a pas ce genre de choses, donc il y a beaucoup de gens qui de toute façon, peuvent plus se permettre de le payer. Mais c'est Oui, des clients qu'ils quand auraient tu de toute dis... façon perdus. Je précise, il n'y a pas de chômage, ils n'ont pas d'allocation chômage. D'allocation chômage. Oui, Donc, oui, il oui, y a pardon. la crise économique qui touche beaucoup plus les États-Unis Bien encore sûr, que et ça de ne... toute Enfin, façon, les les gens qui ménages aux peuvent pas le États-Unis. payer, voilà, les gens qui peuvent pas le payer le paieraient de toute façon pas. Les Mmh. gens qui peuvent se permettre de le payer peuvent se permettre de rajouter 2 ou 1 Ouais. dollar Mais par mois, quoi, jusqu'où tu vois? ça va aller? L'amour de l'argent, c'est un petit peu le thème de l'épisode. On va Ouais. continuer sur ce thème. Mais, Ouais. quand même, là où je suis, je pense j'ai pas les chiffres, donc je peux pas, confirmer ça, mais quand on regarde la cadence de production de Netflix, Mmh. elle a largement augmenté par rapport à l'année dernière. Bien Ils sûr. sortent quasiment, donc je pense quand même que ça leur coûte
Je dis pas qu'ils s'en mettent Je sais pas. pas, parce Je que sais tu sais, pas, ouais. Mais regarde le nombre de films qui est déplacé, annulé, ou même les projets dont on n'entend même pas parler parce qu'ils sont complètement avortés à cause de la crise sanitaire actuelle. Les acteurs de cinéma, je suis certain qu'ils se vendent moins cher à Netflix. non, mais bien sûr. Bah là, on Après, commence à il y a spéculer un peu, hein, on n'a pas les chiffres. Bien il y a sûr, un mais dernier truc. Je pense que là, Netflix s'apprête à racheter des salles de cinéma en masse Oh oh. et ils se font de la trésor. ouais, c'est possible. Ouais. Je vois très très bien Netflix racheter toutes les salles de cinéma physiques qu'ils peuvent. Et avec ton abonnement, tu pourras aller voir The Witcher, tu pourras aller le voir au cinéma si tu as envie, les Oh, amis. peut-être pas The Witcher, mais un film, oui. Ouais, ou même des soirées Witcher. Enfin, tu vois, Ouais. ils ont bien compris quand même Netflix que ce qui Ouais, leur ouais. manque aujourd'hui, c'est le côté convivial. Le Et gros qu'ils intérêt peuvent... dans ce move, Mm. c'est que quand ils vont acheter les droits pour diffuser dans un film, dans une salle, ils pourraient aussi acheter les droits pour diffuser sur Netflix. Et c'est ça Oui. le gros move. Bah oui, Ouais. oui. En fait, c'est ça le calcul. Et du coup, peut-être qu'il ferait comme Amazon qui ouvre des boutiques physiques, se reporter sur le physique avec une expérience un peu différente. Bon, à voir, à suivre en tout cas. Les prix, je pense, généralement, après l'augmentation aux États-Unis, ça risque d'arriver en Europe pas trop longtemps après, quoi. 6 mois après, paf, voilà. Google, un truc un petit peu étonnant, de la même manière que si Netflix achetait des salles de ciné, Google a lancé un VPN gratuit. C'est aux États-Unis uniquement en ce moment, sur Android, mais un VPN gratuit, offert avec ceux qui ont un plan Google One à 2 Tera. C'est surprenant de voir, il va arriver sur iOS et sur le web, hein, mais c'est un peu surprenant de voir de voir Google qui lance un VPN, à moins que ça ne le soit pas. Est-ce que c'est encore un moyen pour eux de récupérer des informations sur nos habitudes de navigation? Sans doute, non? J'imagine qu'il ne sera pas encodé entièrement de bout en bout, hein, ce VPN. Moi, je pense, j'y vois surtout une manœuvre commerciale assez intéressante. Le marché du VPN explose. Bah, justement, on parlait de Netflix. Grâce à Netflix, le marché D'ailleurs, du cet VPN épisode est explose. sponsorisé par NordVPN. NordVPN. Non, il y en a un nouveau là qui sponsorise pas mal, c'est ExpressVPN aussi. Ah bah, ils m'ont sponsorisé il y a quelques... Ah bah oui. Et voilà. Bah moi aussi, normalement, je devrais faire un truc avec eux. D'accord. Tout ça pour dire, Google, là, l'ajoute à son offre Google One. Donc, c'est un bon moyen de surfer un peu sur la vague en disant, bah, nous, en prenant nos 2 Tera, vous avez en plus un VPN gratos. En fait, la grande inconnue, c'est est-ce que ce VPN permettra de regarder Netflix? Ça, je pense pas. Hein. Google, à mon avis, ils vont pas se mettre à dos Netflix de cette manière parce que c'est un petit peu, c'est le chat et la souris comme toujours sur ces choses-là. Mais pour moi, la question la plus intéressante, c'est surtout est-ce qu'ils vont... alors, ils disent la sécurité dans tous nos produits, machin. Est-ce qu'ils vont effectivement chiffrer toutes les communications de manière à ce qu'ils sachent rien de vos communications sur leur propre VPN? Ils disent, dans leur communication officielle, ils disent, avec juste une petite action, vous pouvez vous assurer que votre connexion est sécurisée contre les hacks. Alors, bien sûr, contre les hackers, mais pas contre le fait qu'on regarde là où vous allez, quoi. Non, c'est-à-dire que tes données, elles sont privées pour un tiers, Google n'étant pas un tiers. Exactement, c'est ça. Donc, voilà. bon, à noter... Le truc, c'est que, quand même, moi, ce que j'ai entendu dire sur Google, c'est que Google, en sécurité, ils sont pas mauvais pour, quelque part, sécuriser les choses. Après, effectivement, ils collectent les données et ils vendent de l'espace publicitaire, mais c'est presque 2 choses qu'on a tendance à mélanger. Tu peux très bien être très sécurisé et pas beaucoup protéger la vie privée. En termes de non, bien sûr, mais l'un des atouts des VPN, l'un des atouts des VPN qu'on met généralement en avant, c'est le fait que ça sécurise bien sûr tes connexions pour pas qu'il y ait de hackers qui puissent observer ton trafic, mais c'est aussi l'anonymisation de la connexion. Et dans le cas de Google, il semblerait que ça soit assez peu probable qu'on soit entièrement protégé au niveau de la vie privée. Donc c'est notable, quoi, je veux dire. C'est peut-être un moyen pour Google, justement. Ils voient la tendance des VPN et ils se disent, bon, si tout le monde utilise des VPN, nous, on va plus pouvoir savoir où ils font et ce qu'ils vont aussi facilement. Et donc, proposons-nous...
qu'est-ce que je sais plus parler français, proposant un nous, je sais plus, pour pouvoir continuer à observer ce qui se passe dans les connexions protégées quand même, tu vois, c'est possible. Ouais. Bon, Microsoft serait en train de planifier une refonte graphique partielle de Windows 10 pour 2021. Ça concernerait surtout le menu Start, l'explorateur de fichiers et ce genre de petits éléments d'interface. J'ai l'impression, enfin d'après ce qu'on lit sur Windows Central, c'est pas non plus une refonte majeure, mais elle sera quand même assez bienvenue, je pense. Est-ce que Cédric, toi qui es amoureux de Microsoft depuis tant d'années, tu en as marre de l'interface de Windows 10 ? En vrai, non. Je trouve que ce qui était un peu chiant au début de Windows 10, c'était ce mélange d'interfaces, encore une fois. On garde de ce qu'on appelle le legacy, en gros, Pardon, l'héritage. excuse-moi. Proposons-en un. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Merci Canard Coin. Ok. Proposons-en un. Tu sais, il y a des moments quand tu es en live et tu es en train de parler et tu fais attention à 1000 trucs, Oui. ton cerveau ne fait pas les difficile. bonnes connexions et t'arrives pas. Ah, mais Pardon. ça, je sais. Oui, tu connais bien. J'en sais quelque chose. Mais non, effectivement, le souci, c'est en fait, c'était tout ce qui était un peu les paramètres système qui étaient encore sur les. Tu cliquais sur un bouton de l'interface moderne et tu te retrouvais avec une ancienne présentation et tout ça, mais ça, c'était vraiment. Ça, je suis pas sûr que ça va changer. Hein. Il y en a encore quelques-unes qui Non, mais restent. Oh ouais, franchement, il y en a très peu. Ah bah moi, dans les paramètres quand tu commences à creuser, quand tu descends au bout ça. du 2 ou du 3e niveau, tu te retrouves avec le vieil utilitaire disque, tu te retrouves avec le vieux gestionnaire de périphérique et ce genre de trucs. Effectivement, ça n'a pas encore changé. De manière globale, je trouve que par contre, toutes les applis sont maintenant up-to-date. Hein. Enfin, il n'y a pas vraiment trop de soucis. Tout est avec l'interface moderne, mais je me demande s'il serait pas... Enfin, tu vois, le fait qu'il refasse un petit peu le menu Start, par exemple, le menu Démarrer... Oui. Non, mais bien sûr, c'est du peaufinage. Dans les faits, c'est déjà bien comme ça. Tu vois, je ne suis pas en train de dire que c'est pas bien ce qu'ils font. Au contraire, moi, j'aime bien l'idée qu'il modifie tout ça, mais j'en ai pas marre, en fait. J'en ai pas marre de l'actuel. Je trouve que ça reste quand même assez moderne. C'est pas du tout... Moi, c'est marrant, je sais pas si c'est parce que j'ai l'habitude des changements réguliers tous les ans avec les OS mobiles et ce genre de choses. Mais oui, ça fonctionne, c'est très fonctionnel, justement, Windows 10. Mais je trouve que, justement, ça manque de... Rien n'est jamais parfait. Et donc, quand on a des OS qui sont améliorés un petit peu tous les ans, je me demande si... j'ai l'impression que ça me manque un petit peu avec Windows. Genre, Vous avez essayé Big Sur ou pas ? La nouvelle version de macOS, non, pas encore. Ouais. Non. Moi, je l'ai essayé depuis plusieurs mois. Du coup, là, on en a la bêta 11. Je vous promets que c'est à saigner des yeux quand on va dans les paramètres. Les icônes qui reviennent avec une espèce de 3D dégueulasse. Tu comprends pas parce que tout le reste est beau et il y a le fameux bouton batterie, mais il n'y a pas que le bouton batterie, il y en a plein. Il y en a plein d'éléments d'interface qui sont... Du coup, je trouve que Windows 10 est beau à côté, en fait. L'écran de réglage, en tout cas, c'est même pas comparable. Si c'est pas cassé, ne le changez pas. Une autre news que je voulais traiter, c'est, vous l'aurez compris, hein, cette semaine, c'est un petit peu plein de petites news qui sont potentiellement intéressantes et qui peuvent influencer l'industrie. L'autre news que j'aimerais traiter, c'est les premiers puces dédiés graphiques d'Intel. Alors, d'Intel, on va parler comme des anglophones, enfin c'est le nom, donc on va dire Intel. Ils font des puces graphiques intégrées à leur processeur depuis longtemps, et là, ils sortent la première puce graphique dédiée, comme le fait Nvidia ou AMD, qui s'appelle Iris Xe Max, qui est donc une puce graphique dédiée consacrée aux portables légers. Donc, c'est pas la puce la plus puissante de l'histoire. Ils commencent avec ces petites choses, mais c'est quand même une nouveauté importante pour Intel, qui perd du terrain sur le terrain justement des processeurs depuis un bon nombre d'années, mais qui perd du terrain. Je vais peut-être un petit peu vite en besogne. Disons qu'AMD a des processeurs très compétitifs depuis 2 ou 3 ans, et surtout Intel, je pense qu'on peut dire qu'il perd du terrain sur le niveau technique, parce qu'il n'arrive pas à descendre en finesse de gravure, et donc en performance, ça se ressent quand même. Et bien là, ils ont un autre axe de croissance, qui serait les processeurs graphiques dédiés. Alors, celui-là, comme je le disais, c'est pas un monstre de puissance, ça fait tourner des jeux de base, c'est surtout pour les jeux qui sont utilisés ces processeurs, fait tourner des jeux de base, on va dire Fortnite, Overwatch, des trucs pas trop gourmands, mais
au niveau de l'industrie et pour Intel, est-ce que c'est le début d'une grande carrière dans le domaine des processeurs graphiques ? Je ne sais pas, mais ça pourrait être encore un concurrent à Nvidia et AMD, ou pas encore, mais ça pourrait être un concurrent à Nvidia et AMD. Moi, je trouve ça assez excitant parce que je suis un joueur, mais je ne sais pas si ça ne concerne que moi. Bah, déjà, le nom est à chier. Hein. Tout de suite sur les choses importantes. Iris X Max. Il faut avouer que c'est pas le nom le pas plus. beau, quoi. C'est vrai. Ouais, En fait, leur. RTX 3080, c'est pas Oui, c'est pas tellement mieux. mieux. Excuse-moi, mais C'est clair. C'est clair. C'est vrai que j'étais en train de me dire, oui, mais en fait, c'est ce qui fait vendre, c'est d'avoir des noms pourris. C'est peut-être ça, oui. A14 Bionic, A14Z Bionic, c'est pas tellement mieux. Bah, Bionic encore. Bionic encore. Ouais, Iris, c'est vrai qu'à côté de Radeon 6800 et RTX 3080, Iris X Max, ils auraient pu l'appeler juste Iris Max, ça aurait été bien. Non, bah bien sûr, iPhone 12 Pro Max, c'est tellement mieux comme nom. Après, je me dis quand même une chose, est-ce que c'est un bon move de la part d'Intel ? Bon, je sais que le cloud gaming, c'est pas pour demain, mais je sais pas, si je devais investir aujourd'hui, je suis pas sûr que j'investirais. Alors après, oui, des puces graphiques, les serveurs en auront besoin quand même. C'est ça, oui. Dans le cloud gaming, mais voilà, dans de la puce graphique individuelle, ouais, je sais pas. Peut-être qu'il y a un marché, peut-être pas sur le très haut de gamme et les très hautes performances, mais ils peuvent peut-être se battre sur les minima graphiques pour des configs joueurs pas trop chers. Je sais pas. Ils avaient effectivement des processeurs graphiques intégrés qui s'appelaient Iris, avec différents chiffres derrière. Donc là, ils essayent. Peut-être que c'est le début d'une expansion au-delà du simple processeur classique. Ils commencent avec le graphique. Et le graphique, les processeurs graphiques, c'est beaucoup de traitements parallèles. Peut-être que ça peut aller ensuite dans d'autres domaines, comme l'a fait Nvidia avec le machine learning, l'intelligence artificielle, etc. C'est peut-être un moyen de faire d'autres types, de se diversifier encore plus que ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant, puisque leurs tentatives dans les puces de connexion cellulaire ont échoué, etc., etc. Donc, bon, peut-être. Moi, je trouve ça intéressant quand même, mais c'est le début, on va dire, d'une tendance. Bon, on va parler un petit peu d'Apple aussi, puisqu'ils ont annoncé un événement pour le 10 novembre. On imagine qu'il va y avoir les nouveaux Mac. Enfin, c'est pas qu'on imagine, c'est qu'on est certain qu'ils vont présenter leur nouveau Mac avec Apple Silicon, donc des puces Apple faites par Apple pour Apple. On devrait voir des nouveaux MacBook Pro 13 et 16 pouces et un MacBook Air 16 pouces et possiblement un iMac, donc de bureau, redesigné. Donc ça sera pour le 10 novembre. On va peut-être spéculer un tout petit peu, mais on va pas passer 2 heures dessus non plus. Des news plus intéressantes encore, je pense, du côté d'Apple, c'est des indications selon lesquelles ils pourraient être en train de construire leur moteur de recherche pour offrir une alternative à Google, bien sûr, possiblement sur leurs produits, possiblement un petit peu plus loin même. Et puis d'autres petits news, donc le fait que l'abonnement Apple One a été lancé, c'est des petites économies si vous utilisez différents services Apple, et la possibilité, selon une formalité avec la FCC américaine, que les iPhone 12 et 12 Pro puissent charger les futurs AirPods avec le reverse charging, les futurs AirPods ou les AirTags, ce genre de choses. Entre parenthèses, AirTags et AirPods Studio, donc les casques dont on entend parler depuis longtemps, les casques over the ear qui pourraient potentiellement être présentés la semaine prochaine, le 10 novembre également. Je ne sais pas s'il y a des choses là-dedans qui vous intéressent tous les deux. Je suis sûr que chez Apple, on a toujours des gens pour discuter. Ouais, le moteur de recherche, ça serait un excellent move quand même. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même un... Ok, ça leur rapporte 12 milliards de dollars, mais comme je disais dans mon émission, ils prendraient ces 12 milliards de dollars que leur donne Google pour construire un moteur de recherche. Quel pied de nez tu sais, ça montre à quel point c'est pas facile de construire un moteur de recherche. S'ils payent 12 milliards par an pour utiliser celui de Google, ça veut dire que... Bon, en même temps, Apple a du cash pour construire ça. Enfin non, c'est Google. Non, il ne paye pas, c'est l'inverse. Oui, Google. Oui, pardon. 12 milliards pour être le moteur de recherche de... Oui, donc c'est une rentrée d'argent non négligeable. Le cerveau qui est pas Apple. Mais justement, on peut se dire que ça serait un move excellent
on comprenne que depuis plusieurs années où Google leur paye, Apple a gardé cet argent pour développer son propre moteur de recherche qui serait dans la lignée de Apple protège votre vie privée. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, moi je raisonne juste sur le côté marketing. Ça serait parfait parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment le talon d'Achille de leur espèce d'armure de chevalier blanc défenseur de la vie privée. C'est que tu as beau dire, oui, Apple met les moyens pour défendre la vie privée, ouais, mais le moteur de recherche, c'est Google, donc ça fout un peu tout à plat. Donc ça serait vraiment un move extrêmement cohérent. Après, comme tu dis, c'est pas facile de faire un moteur de recherche. Google a 20 ans d'expérience là-dessus. On va voir ce qu'ils vont sortir, quoi. On a vu que d'autres ont essayé et beaucoup se sont cassés les dents quand même. Bah, disons qu'effectivement, Apple aurait un atout énorme pour appuyer le lancement d'un moteur de recherche. C'est évidemment le fait qu'ils ont des centaines de millions et peut-être même des milliards d'appareils qui, quasiment immédiatement, pour lesquels ça deviendrait le moteur de recherche par défaut. Et donc, ensuite, est-ce que les résultats seraient aussi bons que ceux de Google ? Parce que ça, c'est quand même le gros atout du moteur, c'est la qualité des résultats. Ils peuvent vous permettre de trouver ce que vous cherchez vraiment. Ça, c'est pas garanti, mais peut-être qu'ils n'auraient pas besoin d'être aussi bons. Peut-être que s'ils étaient juste assez bons, ça suffirait. À voir. Il y a déjà un indice, c'est quand tu fais une recherche générale sur ton iPhone, tu passes plus par Google maintenant. Une recherche générale, tu veux dire quand t'es pas... Enfin, quand t'es en... Merde, sur le springboard que tu vas à droite et que tu fais une recherche, c'est ça ? Enfin, non, oui, quand tu slides vers le bas et que tu fais rechercher quelque chose, ce n'est plus Google derrière. Est-ce que tu es certain de ce que tu avances ? Presque. On me l'a dit. Écoute, moi, quand je lance une recherche et que je clique sur un des résultats, c'est bien Google qui arrive. Hein. C'est bien Google qui se lance dans Safari. Ouais, moi, on m'a dit la recherche elle-même, en tout cas le premier niveau de recherche, ça ne passe plus par Google. D'accord, écoute, bon, peut-être. Cédric, tu voulais ajouter quelque chose ? Tu voulais pas ajouter quelque chose ? Non, si. Moi, sur la partie moteur de recherche, finalement, bon, je sais pas quelle est la stratégie. J'ai du mal à... Quand je vois le retard qu'avait Plan pendant des années et des années, si tu annonces aujourd'hui un moteur de recherche et que les gens sont déçus, ça fera comme pour Bing, ça fera comme pour le reste. C'est-à-dire que tout le monde continuera à utiliser Google. J'ai un gros doute que... Enfin, à moins qu'ils soient hyper efficaces dès la sortie et qu'on dise, putain, ils ont révolutionné la façon de faire des recherches, pourquoi pas. Mais sinon, pour moi, ça vaut pas la peine de sortir quoi que ce soit tout de suite. Par contre, moi, c'est le Mac ARM que j'attends, vraiment. C'est vrai ? Je pense qu'on... Est-ce que tu n'as pas peur qu'il soit... Alors, on en discutera plus la semaine prochaine et dans 2 semaines, mais est-ce que tu n'as pas peur qu'il ne soit pas assez puissant pour tenir la comparaison avec c'est un changement de paradigme complet. Déjà, aujourd'hui, tu achètes un ordinateur pas cher, enfin pas cher, 800 balles ou 900 balles sous Windows. Tu as un Core i3, un Core i5. Si ça atteint les niveaux de perf d'un Core i5, c'est gagné, en fait. Il n'y a pas besoin de plus. Et tu crois que c'est possible d'atteindre ce niveau de perf ? Oui, j'ai aucun doute. Aucun doute. Quand je vois qu'aujourd'hui, mon iPad, le dernier rendez-vous tech qu'on a fait ensemble, j'étais enregistré depuis mon iPad. Enfin, j'ai aucun souci. Même l'encodage vidéo, je fais la plupart de mes montages vidéo sur l'iPad Pro. Les performances de l'iPad Pro sont dingues, quoi. Ce que je fais avec l'iPad Pro, si je peux le faire avec un ordinateur portable, un Mac ARM, ou même un Mac mini ARM, mais pourquoi acheter autre chose, en fait ? Mais pourquoi, du coup, laisse-moi te retourner la question, Cédric. Pourquoi un Mac ARM plutôt qu'un Mac Intel, puisque tu peux déjà faire ça avec un Mac Intel, si je fais un petit peu de provoque. En fait, là où c'est vraiment justifié, c'est sur les portables. Sur les PC de bureau, le gros intérêt, c'est qu'on pourrait très bien imaginer qu'au lieu d'avoir une puce A14, vu que tu as la place et tu n'as pas besoin de gérer l'énergie, tu peux en avoir 2 ou 3. Oui, d'accord, mais quel intérêt d'en avoir un ordinateur portable, mais l'autonomie. C'est l'autonomie de la console. Regarde, mon iPad, là, je l'ai débranché hier soir. Depuis, j'ai importé une vingtaine de rushs vidéo 4K que j'ai tourné avec ma caméra Panasonic. J'ai déjà commencé à faire du montage. Je suis encore à 79% d'autonomie aujourd'hui à 12h30. C'est imbattable. C'est-à-dire que... Et encore, j'ai une batterie qui est dans la taille de mon iPad Pro. Demain, imagine un ordinateur portable dans lequel je peux avoir une batterie plus grande encore. Je vais avoir des autonomies qui vont dépasser les 24 heures largement. C'est un changement complet de paradigme sur l'informatique mobile.
Et C'est question, incroyable. vous avez pas peur de... On sait que les premières générations de produits aussi, parce que là, c'est quand même un changement énorme pour Apple. Vous avez pas peur que la première génération ait des problèmes, comme souvent avec les Non. premières En fait, générations? tu vois, pour moi, justement, enfin, rendez-vous compte, ils ont 12 ou 13 ans de recul sur la technologie ARM avec les iPhones et C'est l'optimisation pas de faux, ouais. Mmh. l'utilisation d'ARM. Moi, j'ai aucun doute sur le fait que la V1, pour le coup, alors, ils vont peut-être nous glisser une webcam pourrie au milieu, et j'en suis même pas certain, parce qu'aujourd'hui, ils sont même plus limités par le bus USB des Ouais, cartes mères c'est vrai. Intel. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien imaginer avoir Face ID et une caméra 1080p Mmh. en façade. Rendez-vous compte qu'en fait, en gros, le move qu'ils font, c'est prendre ce qu'on a sur nos téléphones et sur nos tablettes et rendre ça compatible avec euh, un OS de bureau. C'est-à-dire que Big Sur, enfin moi je l'utilise déjà depuis plusieurs semaines, c'est un OS de bureau. Si j'avais ça sur un ordinateur portable, mais je serais refait avec une puce ARM, mais allez, en avant. 24 heures Écoute, d'autonomie, possibilité de se connecter en 4G ou moi, en 5G. Enfin, c'est mmh. monstrueux. Ce que j'entends là-dedans, c'est cool, on va avoir plus d'autonomie, c'est très bien, mais Ah mais oui, j'ai pas oui. l'impression que c'est non plus un truc Mais ce que totalement... tu es en train de produire là, tu le fais sur ton PC, mais tu installes OBS sur ton Mac ARM, tu auras la possibilité de faire exactement ce que tu fais là, en fait, gérer plusieurs sources, streamer en direct sur Twitch. Ok, Non, mais vraiment, donc Non, mais en fait, mais donc je Patrick, pourrais faire ce que je peux déjà faire. Je suis pas ouais, sûr oui, de. là, avec un ordinateur portable ARM. le truc, Ben C'est c'est ça, que en fait. ouais. Patrick, Mm. l'architecture Intel est quand même une architecture beaucoup plus ancienne, qui va empêcher, comme disait Cédric, c'est vrai que l'intérêt sur un ordinateur de bureau va peut-être être un peu limité sur la V1, Bah oui, mais tu vas pouvoir multiplier les processeurs, la puissance, parce que l'énergie, c'est pas que ta batterie, c'est aussi la chauffe de l'appareil, c'est exactement. la Non, mais taille, le poids, je sais bien, mais l'épaisseur de tout ça, l'architecture. Donc, ils préparent l'avenir, en fait, tout Apple, à fait. Non, non, mais sur ce move. je Ouais. me fais un tout petit peu l'avocat du diable. Je comprends ce que vous voulez dire. Je précise, on me demande dans la chatroom ce que ça veut dire ARM. Certains des auditeurs du podcast ne le savent peut-être pas. On en parle régulièrement, mais c'est une architecture de processeurs différente qui est exclusivement, enfin non, qu'utilisent exclusivement les constructeurs d'appareils mobiles, donc de téléphones, de smartphones, de tablettes. C'est à 99% des processeurs ARM, et donc Apple va amener cette architecture de processeurs sur leurs ordinateurs de bureau et portables qui seront du coup plus sur architecture Intel. Et comme je le disais tout à l'heure, Voilà. Intel a pris beaucoup de retard dans la finesse de gravure, etc., ce qui affecte tout le reste des Et capacités des machines. Vous savez aussi ce que ça veut dire. Ça veut dire que les logiciels maison Apple seront développés nativement pour ARM, donc il n'est pas exclu que demain, un Final Cut soit adapté sur un iPad Pro, Bien sûr, que ouais. tous les logiciels pro soient Mmh. adaptés sur l'iPad Pro. Enfin, Bon, j'espère... pour moi, c'est le futur de l'informatique, ça, vraiment, hein, Ouais, sincèrement. Même ouais, pour les ouais. Enfin, data centers. je, Enfin, c'est... je précise, parce que là encore, on me le fait remarquer dans la chatroom, c'est pour ça que je me suis repris. Sur mobile, on utilise exclusivement ARM ou quasiment exclusivement, mais il y a déjà des ordinateurs non mobiles qui utilisent aussi ARM. C'est-à-dire que l'exclusivité, c'est juste les mobiles qui utilisent que du ARM. Sur desktop, dans les centres de serveurs d'ailleurs, on utilise de plus en plus du ARM pour des questions de consommation notamment. Ouais, il y a la Surface aussi, Pro X, je crois C'est qu'ils ça. l'utilisent. Exactement. Mais bon, le problème du chipset qu'ils utilisent, c'est les Snapdragon mobiles un peu boostés. Bah, Et Apple qui fait les propres... et ouais, mais sauf que le problème, c'est que ce que propose Apple est quand même au-dessus, quoi. Et c'est ça le problème, Bon, même du côté d'ARM, enfin de Snapdragon, quoi. bah écoutez, on verra donc dans une semaine ce qu'il Ouais. en ressortira. Et puis on va faire du coup maintenant une toute petite pause avant de parler de voir s'il y a des choses intéressantes dans les résultats financiers. On va voir également ce qui se passe du côté politique de notre merveilleuse vie tech. On va également parler de plein d'autres petites choses. Mais ce que je voudrais vous dire maintenant, c'est que si vous aimez cette émission, eh bien, vous savez que vous pouvez la soutenir et vous pouvez la soutenir sur patreon.com/rdvtech. Et qu'est-ce que ça fait ? Pourquoi voudriez-vous soutenir cette émission ? Bah, la première raison, évidemment, c'est l'amour de l'argent, parce que moi, j'aime l'argent et que si vous m'en donnez, eh ben, je veux bien le prendre. Donc, c'est la raison essentielle. Déjà $.
Il s'est marié avec l'argent, lui, Patrick. Patrick Delard. Non, mais on peut payer en euros. Donc, nous restons bien en Europe chez nous. Euro. Patrick Euro. Mais plus sérieusement, c'est simplement le fait que si vous appréciez un contenu, c'est peut-être pas mal de le financer et de lui permettre de continuer d'exister. D'autant plus que le contenu est disponible gratuitement pour tout le monde. Donc, vous aidez non seulement le contenu, mais aussi vos amis et camarades et co-auditeurs à continuer à avoir ce contenu. Et il y a donc la satisfaction de devenir participant plutôt que simple écouteur, auditeur passif. Vous pouvez participer à la production de l'émission. Donc, la satisfaction de produire et bien sûr aussi les bonus, comme par exemple le fait d'avoir un épisode entièrement sans pub et sans ce petit laïus de promo au milieu. Vous avez plein de petits bonus en plus que vous pouvez aller voir sur patreon.com/rdvtech et c'est dans l'ensemble le business model qui, je pense, est le plus favorable aux créateurs et aux auditeurs aujourd'hui. C'est, je crois, le meilleur moyen de soutenir ses créateurs favoris, c'est le fait de les soutenir si on veut, en décidant combien on va donner, pour combien d'épisodes dans le mois, combien on va donner sur la durée, c'est-à-dire qu'on peut s'arrêter absolument quand on veut. Il y a une liberté et une flexibilité totale avec le système de Patreon. Donc, je vous encourage à aller y jeter un coup d'œil. Patreon.com/rdvtech, le lien est dans les notes de l'émission. Vous pouvez le faire maintenant tout de suite sur votre mobile, ça se fait en 2 minutes. Mais si vous n'avez pas le temps, vous pouvez aussi le faire quand vous rentrez chez vous. Je le dis à chaque fois, vous arrivez à la maison, vous mettez cling les clés dans le bol et vous dites « Ah, cling, Patrick !» Moyen mnémotechnique incroyable. Vous vous souvenez que vous deviez aller jeter un coup d'œil à patreon.com/rdvtech et regarder les récompenses sympathiques qui vous sont proposées sur le site, en plus de la grande satisfaction de soutenir l'émission. Merci à vous tous qui le faites déjà. Alors, quelques lois, Comme je disais dans le chat, quand on change 3 lettres à Béja, bizarrement ça fait euro. Je dis ça, je dis rien. Tu vois un signe. Ouais, moi aussi, Oui. Illuminati, tout ça. Ouais, moi je crois que clairement la preuve est faite. Alors, des lois. Ouais, alors, on va là encore essayer de couvrir ça de manière un petit peu dans le système sérieuse. judiciaire américain. Tu sais, le début de je sais plus comment ça s'appelle. C'est New York Police. Ouais, unité spéciale. Unité spéciale, non, c'est Tintin. Law and Order. C'est en anglais. C'est ça, Law and Order. La loi et l'ordre. C'est l'une des. Enfin bon, bref, peu importe. Il y a une nouvelle loi qui pourrait punir la diffusion des visages de policiers dans des vidéos, des visages de policiers non floutés ou des éléments identifiants des forces de l'ordre en général qui seraient non floutés en vidéo. Alors dit comme ça peut paraître inquiétant et peut-être que ça l'est de toute façon. Il y a quelques précisions à apporter. Bon, c'est une loi qui est proposée, qui n'est pas encore votée. Il y a une précision qui est que la chose est punie si la diffusion est faite dans le but de porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique du policier ou du fonctionnaire des forces de l'ordre. Donc c'est vraiment dans le but de nuire, ça serait punissable par la loi. Et il y a évidemment plein de questions qui se posent à ce moment. Je sais pas, moi je suis un petit peu partagé. D'une part, je me dis... c'est vrai qu'il faut pouvoir identifier les forces de l'ordre quand elles sont en intervention. Et est-ce que ça nuit à cette obligation d'identifier les forces de l'ordre ? Et en même temps, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a quand même une possibilité, si on veut vivre aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit, il y a une possibilité de vraiment, comme ils le disent dans le texte de loi, nuire à l'intégrité physique et psychique d'une personne en provoquant des harcèlements quand c'est pas justifié. Quand c'est pas justifié, quand il y a une diffusion de ce type qui peut être faite. En même temps, je me dis, si le but est de nuire, est-ce qu'il n'y a pas déjà une loi pour punir ça ? Est-ce qu'il faut spécifiquement faire une loi pour le floutage de ces éléments vidéo ?
Mais en même temps, peut-être qu'il faut vraiment taper sur ça parce qu'on sait comme ce type de choses peut se diffuser rapidement et facilement. Enfin, je sais pas, moi je suis un peu... je sais pas vraiment quoi penser de cette loi. Elle me provoque une pause dans ma réflexion. Je suis pas sûr. Je sais pas si vous avez un avis un petit peu plus tranché. Si vous pouvez éclairer ma chandelle, mais j'arrive pas à savoir si c'est une bonne ou une mauvaise chose ou si c'est juste une loi de plus dans un arsenal déjà compliqué, quoi. Bah, je dirais, et je vois qu'une partie de la chatroom le dit aussi, si déjà ils portaient en ce moment leur masque Covid, ça éviterait le problème parce que j'ai assisté pas moins que 2 fois, à des contrôles où, les policiers ne portaient même pas leur masque. Donc là, ça devient un peu, bref. Mais on va éviter de retomber là-dessus. Je pense que Il y a, moi y a je une autre remarque qui est faite. Il y a ouais. une autre remarque qui est faite, c'est si le flic outrepasse manifestement ses fonctions, ça veut dire quoi dans le but de nuire? Bah, je pense que dans le but de nuire, c'est assez clair. Mais l'un des problèmes, effectivement, c'est si un officier des forces de l'ordre outrepasse ses fonctions et ne porte pas le badge qu'il est censé porter, et c'est souvent le cas qu'il ne porte pas les badges avec les numéros identifiants qui permettent de les identifier, bah, qu'est-ce qu'on fait, quoi, là? Et c'est pas un cas théorique. Est-ce que ça veut dire qu'il faut diffuser une vidéo où la personne est clairement reconnaissable de manière à ce qu'elle soit harcelée? Est-ce que le fait de diffuser une vidéo, ça veut dire que c'est dans le but de la harceler? Non, pas forcément. Enfin, je sais pas. C'est... Pardon, je t'ai interrompu, Jérôme. Ouais, non, mais c'est pas grave. Là où je suis d'accord avec toi, mais d'une manière générale, moi, quand on édicte ce genre de nouvelles lois, tu te dis, mais est-ce que celles qui existent déjà suffisent pas? Et est-ce qu'elles sont bien respectées? Est-ce qu'elles sont bien, voilà, avant de rajouter des trucs, parce que j'y vois aussi des dangers en termes de liberté d'expression. Enfin, il y a c'est quand même, des lois un peu bizarres, alors que comme tu dis, il y a déjà tout ce qui en découle qui est déjà puni par la loi. Donc est-ce qu'on a vraiment besoin de ça en plus, quoi? Bah, disons qu'il n'est pas interdit de filmer les forces de l'ordre, hein. C'est pas ça qui est interdit. Ce qui est interdit, c'est de diffuser sans flouter. Et une fois qu'on a la vidéo, on peut diffuser en floutant et en portant plainte ou en... Tu vois, on peut amener de la visibilité à une exaction, à un agissement illégal ou comment dire critiquable d'une force de l'ordre en diffusant, en floutant, et puis discuter avec, je sais pas, les journalistes ou le porter plainte. Ça veut pas dire qu'on n'a pas le droit de se plaindre des agissements d'une personne ou d'un responsable des forces de l'ordre. On peut tout à fait, selon cette loi-là, si je la comprends bien, on peut tout à fait diffuser la chose et amener la lumière sur l'agissement. C'est juste que on va pas mettre, tu vois, c'est un anti-doxing, tu vois, on va pas doxer la personne, on va pas diffuser ces informations, ce qui est une pratique qui est très problématique, même quand une personne peut se rendre coupable de certaines choses. Donc, ouais, bon. Un autre sujet tout aussi compliqué, c'est le parquet numérique. Vous savez que la loi Avia a été retoquée par le conseil et par c'était la CNIL, si je ne m'abuse. Je disais il y a 2 semaines, et on m'a fait la remarque très justement, que on avait en France une loi qui obligeait les réseaux sociaux à retirer le contenu manifestement illicite dans les 24 heures. C'était la loi Avia à laquelle je faisais référence, et la loi Avia a évidemment été retoquée par le conseil constitutionnel, je crois, pas par la CNIL, je dis n'importe quoi, a été retoqué et, comme le disent tous les journalistes, vidé de sa substance. Donc, effectivement, c'est une loi qui n'est pas passée, mais elle est en train d'être ramenée sous différentes formes, et notamment, l'un des éléments, c'est ce parquet numérique contre la haine en ligne, qui serait en fait un truc qui est peut-être intéressant, l'idée d'avoir une instance entre la police et le parquet, la justice, où on pourrait facilement sur Internet porter plainte contre la haine en ligne, qui est l'objet de la loi Avia. Et cette méthode, en fait, ça permettrait de porter plainte sans avoir à se déplacer dans un
dans un commissariat de police, ce qui est toujours très compliqué, ça prend du temps, les gens ne sont pas forcément formés, etc. Et de porter plainte en ligne, comme c'est déjà le cas pour d'autres choses avec le système Pharos. Là où ça peut poser question, c'est les moyens, comme le dit très bien l'article de Numérama, les moyens qu'on va accorder au parquet du numérique. On a une augmentation de 8% des moyens de la justice sur l'année 2019-2020. Enfin, la loi votée en 2020. Est-ce que tout ça va aller au parquet du numérique ? Je ne sais pas, mais au-delà de ces questions-là, est-ce que ça peut être une bonne idée de créer un système dédié au dépôt de plainte par rapport aux exactions des réseaux sociaux en ligne ? Du coup, je pose la question à Cédric, qui a certainement les réponses à tout ça, puisque nous savons tout. Mais alors là, c'est tellement complexe, en fait. Je comprends le but final, mais par moments, j'ai la sensation que ces lois sont faites par des gens qui ne comprennent pas. Tu sais, on s'est souvent posé cette question-là, y compris pour Adopi, y compris pour tout ce genre de choses, en disant, ce sont des gens qui ne voient que le problème par un petit bout de la lorgnette et qui n'ont pas, en gros, j'allais dire l'awareness, mais c'est-à-dire la vision globale de la problématique. Alors, dans les faits, j'ai l'impression que ça, c'est quand même un peu mieux fait. Ça a l'air d'englober, de prendre en compte la plupart des cas et la plupart des critères, mais j'ai quand même un gros problème sur le fait que, est-ce que cette loi est suffisamment neutre et protège vraiment tout le monde et pas uniquement les intérêts d'une partie pour qu'on puisse la mettre en ligne, tu vois? Comment ça, comment est-ce qu'elle protégerait les intérêts d'une partie ? Demander, enfin, qui va juger que tel ou tel élément est considéré comme de la haine en ligne ou du harcèlement? Ah bah là, on parle du parquet spécifiquement, c'est-à-dire la possibilité de porter plainte qui serait ensuite passée en revue par, alors ça on sait pas trop, mais par un élément de la justice, tu vois, peut-être des juges dédiés à ces questions-là spécifiquement. Oui, mais dans ce cas-là, regarde, on le saisit comment? Moi, imagine demain, je suis homme politique local. Et j'ai 10 personnes qui, sur Twitter, disent que je raconte n'importe quoi et que c'est de la merde. Et est-ce que je considère que c'est du harcèlement? Et si tu veux, j'ai la sensation que c'est fait par des gens qui, en gros, le jour où ils voient un premier tweet négatif, se disent oh là là, on se fait insulter sur Internet. Vraiment, les réseaux sociaux, c'est que de la merde. Ça devrait pas exister. Quand j'entends les hommes politiques parler des réseaux sociaux, ils ne parlent toujours de ça qu'en termes négatifs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous explique que Twitter, c'est devenu le repère de la haine. Et c'est comme ça que ça nous est présenté tout le temps, en fait. Et pour moi, c'est une vraie problématique. Et ça rejoint la loi précédente sur le floutage, sur ce genre de choses. Évidemment, ce sont des armes de communication massive. Et qu'on le veuille ou non, ça reste une arme de communication. Mais en gros, on est en train d'appliquer de faire rentrer dans le cadre des lois existantes, c'est-à-dire que dans la rue, il est interdit de faire certaines choses, d'appliquer ça au numérique. Et j'ai la sensation que c'est un peu comme quand t'es gamin et que tu veux faire rentrer des carrés dans des ronds, ça marche pas très bien. Et j'ai cette sensation qu'on oublie. Je suis pas contre l'idée de faire quelque chose contre la haine en ligne. Attention, je suis pas en train de dire que c'est génial et qu'il faut harceler les gens, pas du tout, hein. C'est un peu ce qui me... C'est un peu que le droit du monde physique du monde physique, exactement, n'est peut-être pas fait pour le monde numérique, et que peut-être que l'instance de justice que l'on a, qui est faite pour régler des problèmes de la vie IRL, n'est pas faite pour régler des problèmes en ligne. Et peut-être que justement, il faudrait un tribunal spécifique avec des gens qualifiés pour gérer ce genre de cas. C'est bien ce que je dis. Non, mais c'est bien ce que je dis. C'est en fait cette direction dans laquelle se dirige cette loi. Voilà. Oui, mais bon. C'est-à-dire que moi, ce qui me frustre un peu dans ces discussions, c'est que là, il y a une proposition qui va dans le sens de mettre ces jugements
dans les mains de la justice, ou en tout cas dans les mains du système policier et judiciaire. Là, c'est un parquet qui serait une interface informatique pour envoyer les plaintes au système, entre guillemets, officiel. On ne demande pas aux réseaux sociaux de faire la loi eux-mêmes et de faire la justice eux-mêmes. Donc, ça va dans le sens que réclament ceux qui voudraient que l'autorité, pas de l'État, mais enfin du pouvoir judiciaire, soit en charge. Et tu vois, du coup, c'est ce qu'on voulait. Alors, peut-être qu'ils n'auront pas les moyens, peut-être que machin, peut-être que ça sera fait n'importe comment, j'en sais rien. Mais l'idée en elle-même, le fait de se dire, bon, ben, on va avoir un portail pour signaler les contenus haineux, qui sera une sorte de parquet numérique qui sera relié à l'appareil judiciaire, bah, c'est ce que demandaient les gens qui n'étaient pas satisfaits. Oui, mais il ne faut pas que ce soit fait à l'ancienne. C'est-à-dire que le vrai problème qu'on a, c'est un peu comme le conseil du numérique et tout ça. À la fin, il en sort rien du tout. C'est toujours les mêmes. Ouais, je te trouve un peu défaitiste sur le coup, parce que pour le coup, ça veut dire que parce que j'ai vraiment beaucoup d'espoir là-dedans. Oui, mais critique sur la manière, moi. Mais la conclusion à laquelle on arrive, c'est que on fait rien. Tu vois, parce que si on donne les clés aux réseaux sociaux, on n'est pas content. Si on crée une instance spécifique pour traiter ces problèmes, on n'est pas content. Et peut-être que toi, tu trouves que le harcèlement sur Internet est pas tellement gênant, mais je pense que... Oui, j'exagère un tout petit peu tes propos. Mais... Non, mais je suis d'accord pour qu'on recrée une instance, mais je sens arriver le pantouflage à plein nez. C'est-à-dire qu'on va remettre dedans des gens qui étaient dans l'ancien monde, en fait, et qui comprennent pas ce nouveau monde-là. Et pour moi... Oui, mais si tu fais des généralités comme ça, on revient, on peut jamais rien faire. Moi, j'ai une proposition. Cédric, il faut que le gouvernement t'appelle et que tu sélectionnes, toi, les 10 personnes qui seront chargées de juger toutes ces affaires. Qu'est-ce que t'en penses ? Moi, je suis occupé, j'ai piscine. Okay. Non, mais bien sûr, je te mets dedans. non, mais moi, j'ai piscine. Ou alors, attends, l'amour de l'argent, ça dépend combien c'est payé. Voilà, exactement. T'inquiète, c'est très bien payé. La plupart des gens... Non, mais la plupart des gens qui vont traiter ce genre d'affaires sont des gens qui, peut-être, n'ont même pas un compte Twitter, en fait. C'est ce que je veux te dire. Mais tu sais pas, ça. Et en fait... tu fais du vieuxisme. Tu fais de l'agisme. Okay. Non, mais je fais partie des vieux, moi aussi. Hein. mais un peu moins que... Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, il faut peut-être réinventer ce truc-là. Peut-être qu'on peut mettre des gens dont le métier est vraiment choisir entre le bien et le mal, tu vois, des vrais juges et des vrais machins et tout ce que tu veux. J'ai rien contre ça. Mais peut-être qu'en fait, il faut qu'ils soient aidés et conseillés. Alors peut-être pas par Enjoy Phoenix, mais qu'ils soient aidés et conseillés peut-être par des gens qui comprennent les tenants et aboutissants. C'est-à-dire qu'on peut pas... Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux dire. Mais l'Adopi est sorti, c'est des gens qui ont vu que leur propre intérêt et qui n'ont pas réfléchi à même la partie technique. Tu vois, en fait, c'est pareil pour Stop Covid, en fait. Je veux dire, on revient exact. Quand je vois Stop Covid, ça date de cette année. Le fait de utiliser un protocole ouvert et compagnie. Mais c'était un choix politique. Je suis d'accord. Mais oui, mais ça va finir en choix politique. Bon, c'est pour ça que j'ai peu d'espoir. J'aimerais que ça arrive, mais j'ai peu d'espoir. Mais j'aimerais. Je suis attristé. Je suis attristé par ces réactions parce que ça me. En fait. C'est vrai qu'il y a des gens, entre guillemets, sérieux qui font parfois, entre guillemets, sérieux qui font ce genre de choses parfois. Et c'est vrai que parfois, on quitte la cour d'école des gens qui sont le nez dans Twitter toute la journée. Mais peut-être que c'est pas forcément une mauvaise chose de prendre un petit peu de recul, un petit peu de hauteur et d'avoir des gens qui comprennent la manière dont ça fonctionne. Il faut l'espérer, bien sûr, de la même manière que quelqu'un qui va juger, je sais pas moi, les problèmes que posent les compagnies pétrolières ne sont pas des experts de la pétrochimie, de la même manière que les gens qui vont juger de différents problèmes de propriété intellectuelle ne sont pas des spécialistes du droit de la propriété intellectuelle. Tu vois, les juges, on leur explique, on leur présente un cas et puis ils jugent en fonction de la loi.
Je veux espérer, et peut-être que c'est un espoir vain, je veux espérer qu'avec le temps, ces choses-là arriveront aussi dans ces instances-là. Mais bon, Oui, peut-être bien que... sûr. Puisqu'on parle de modernité, l'Europe est en train de réfléchir à la possibilité d'une monnaie numérique qui est pas... c'est un petit peu, on en parlait il y a 2 semaines, je crois, avec la Chine, donc c'est un petit peu la même idée, c'est-à-dire que ça serait un euro numérique qui serait pas établi sur un ledger, sur une blockchain, mais simplement une version numérique de l'euro, de la même manière qu'on a la version fiduciaire des billets de l'euro, alors, on n'a ni date ni rien, c'est juste un début de réflexion. Il pose les grands principes. Je crois que c'est une bonne chose de commencer à y réfléchir parce que ça a énormément d'avantages d'avoir une monnaie électronique, notamment le fait qu'elle soit utilisée dans différents endroits du monde. Mais il faut avouer que si on passe pas par la blockchain et qu'on n'a pas la décentralisation de cette monnaie, c'est simplement une utilisation différente de quelque chose qu'on a déjà, la monnaie telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on aurait c'est de la monnaie virtuelle en fait. Au lieu d'avoir un billet, on aurait sur notre téléphone mobile, par exemple, une application ou un système intégré qui dirait vous avez physiquement, entre guillemets encore, 3 € sur votre téléphone mobile et vous pouvez les donner à quelqu'un d'autre en passant d'un mobile à l'autre ou par des opérations électroniques. Donc c'est presque des écritures financières comme on les connaît aujourd'hui sur nos comptes en banque, sauf que ça serait une version numérique des billets qu'on a déjà, de la monnaie qu'on a déjà. C'est pas juste une écriture sur un compte en banque, c'est un objet virtuel qu'on peut s'échanger, quoi. Bon, je sais pas s'il y a grand chose à dire là-dessus. Ouais, là... Moi, je dis simplement que c'est bien, tu vois, que les instances compétentes s'intéressent à ce genre de choses parce que au moins comme ça, on n'est pas à la traîne pendant encore. Ouais, mais est-ce qu'ils s'y intéressent pas un peu parce que les Chinois ont sorti leur monnaie? Enfin voilà. Ah peut-être, mais j'ai l'impression qu'on s'y intéresse plus en réaction qu'en véritable action. Mais on le verra, vrai intérêt, c'est quand on pourra revendre nos jeux Steam ou nos applications iPhone. Alors, ça, c'est pas pour demain. Hein. Le jour où ça sera bien physique et on pourra dire tiens, j'ai plus besoin de mon application de montage vidéo sur mon iPad Pro, je veux bien la revendre à quelqu'un d'occasion, quoi, tu vois. On pourra louer des applis selon les usages. Encore une fois, la chatroom dit on peut déjà acheter des euros avec un compte en bancaire en euros. Quelle est la différence entre une monnaie numérique et les écritures financières dans les comptes en banque ? C'est une bonne question et je vous avoue que je ne suis pas sûr de savoir concrètement quelle est la différence dans l'utilisation. Vous me posez un petit peu une... Vas-y, Jérôme. Alors, de ce que je connais du système bancaire, l'argent que vous avez sur votre compte bancaire, il est en fait, c'est une inscription sur votre compte bancaire, mais il est validé par une valeur ailleurs. Là, l'argent numérique aura une valeur intrinsèque. C'est comme un billet, quoi. Exactement comme si on digitalisait un billet, on numérisait un billet, qu'on le mettait sur Internet. Ouais. Je fais vraiment de l'explication, je vais me faire brûler comme Jeanne d'Arc, mais aujourd'hui, sur votre compte en banque, ce ne sont que des inscriptions. C'est de l'argent fiduciaire. Vous n'avez pas vraiment d'argent sur votre compte en banque. Disons qu'il est validé par des banques centrales. Alors que là, ça sera un argent qui sera indépendant, en fait. Je sais pas comment expliquer ça. C'est pas facile à expliquer. Bon, écoutez, ça fera peut-être l'objet d'un épisode spécial à un moment. Ça serait un sujet très intéressant. On va faire un petit détour par les États-Unis. Alors, vous savez peut-être qu'il y a eu encore une audition spéciale du Sénat de grands dirigeants de la tech. Et il y a 2 conclusions qui en ressortent. En fait, c'était Twitter et... que je dise pas de bêtises, c'était essentiel, et Mark Zuckerberg, donc c'était
Sundar Pichai pour Google, Jack Dorsey pour Twitter et Mark Zuckerberg pour Facebook. C'était pour la censure sur les réseaux sociaux. En gros, les deux conclusions qu'il en ressort, c'est que il y a eu beaucoup de posturing, on dit en anglais, donc ils ont un petit peu gueulé, mais il n'y avait pas beaucoup de substance, et c'était surtout pour pouvoir dire à leurs à leurs électeurs, ah regardez, moi j'ai posé une question dure à Mark Zuckerberg, et qu'en fait ils n'ont même pas vraiment discuté de la loi, ils ont juste engueulé les dirigeants, ce qui n'est pas très productif, et qui en plus, l'autre conclusion, c'est que ça doit être la 4e ou 5e fois que les dirigeants des GAFA sont amenés devant le Sénat ou le Congrès américain cette année, et du coup, on commence à s'en foutre, et ça, c'est terrible, parce que ça veut dire que le pouvoir de choc de ces auditions est largement diminué, et ça m'inquiète un petit peu. Alors c'est très américain, c'est aux États-Unis, mais il n'empêche, j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu fourvoyés à force d'auditions de ce type. L'autre chose avec le gouvernement américain, c'est que un juge a interdit l'interdiction de TikTok par Donald Trump, suite au procès intenté par des créateurs de TikTok qui disaient que ça leur provoquerait un dommage irréparable, et le juge s'est rangé de leur côté. La dernière date, c'était le 12 novembre à laquelle l'interdiction de TikTok devait arriver. Et ben, je pense que la prédiction de Cédric Ingrand devrait se réaliser, parce que ça risque de pas se faire du tout, cette interdiction de TikTok, parce que là, en tout cas, il y a eu une interdiction de l'interdiction, donc TikTok a encore le droit pendant un bon moment de rester sur le territoire américain. Après, si Trump passe, bon... C'est vrai que si Trump passe, ça risque de revenir sur le tapis, cette histoire. C'est vite, hein. Ça va revenir comme un boomerang. C'est vrai. Mais pour en revenir aux auditions, honnêtement, c'est un combat de punchline, en fait. C'est qui va envoyer la petite phrase la plus cinglante à l'autre, quoi. C'est qui va clouer le plus fort Zuckerberg ou d'autres. Et puis, dans les faits, une fois qu'on a bien tapé dessus, ils repartent dans leur coin et ils continuent la vie comme si de rien n'était, quoi. Ils font des pubs pour dire hey, regardez, on protège la vie privée, privacy first chez Facebook et tout ça, quoi. Ouais. Bon. C'est un petit peu déprimant quand même, cette histoire. Mais bon, bref. Vous voulez encore un truc déprimant, mais un peu marrant ? Oui. Vas-y. Ok. Ouais. L'application de traçage du Covid de l'Angleterre, elle a été téléchargée quand même 19 millions de fois, ce qui est quand même pas mal. Il semblerait que depuis son lancement, elle ait eu un réglage qui a été mal fait, et que donc le palier en dessous duquel ça envoyait une notification était mal réglé, et il était beaucoup trop bas. Donc, ou beaucoup trop haut selon, c'est-à-dire que le nombre de notifications qui a été envoyé était hyper bas par rapport à ce que ça aurait dû être. Ils ont mal géré les choses, et les notifications qui auraient dû être envoyées en fonction du temps de contact, etc., n'ont pas été envoyées dans une bonne partie des cas. On n'a pas les chiffres exacts, mais la manière dont ils l'ont décrit, c'était « shockingly low ». C'était étonnamment bas, enfin surprenamment bas, choquamment bas. Donc bon, ça m'a fait un petit peu rigoler, mais j'ai envie de leur donner le bénéfice du doute et de dire oui, bon, c'est compliqué, c'est des trucs informatiques, mais enfin merde, c'est quand même le truc à quoi est censé servir l'application. Quand en anglais te dit shocking, ça veut dire c'est la cata. Hein, C'est vrai. Bon, bref, voilà, ça c'était marrant. Et puis l'autre truc que je voulais évoquer rapidement, c'est encore une preuve que les biais ethniques et autres peuvent provoquer des problèmes dans les algorithmes. Il y a une étude de patients qui avaient besoin d'une transplantation de rein à Boston, et le système utilisait un algorithme pour déterminer la nécessité de la transplantation
sur les patients. Et il fonctionnait différemment pour différentes raisons, enfin pour des raisons presque de tradition dont on n'arrive pas à comprendre les raisons scientifiques. Il fonctionnait différemment chez les patients de différentes couleurs de peau. Et du coup, il était biaisé contre, évidemment, les patients noirs. C'est un article qui est hyper intéressant que je mettrai dans la newsletter. Donc, vous pourrez aller le lire vous-même si vous êtes abonné à la newsletter, notepatrick.com pour s'y abonner si vous le souhaitez. Mais c'est encore une preuve de plus que faut faire gaffe avec les algorithmes, quoi. Je sais pas. Et là, le biais, il y a quoi en fait ? Pourquoi est-ce que les Noirs ont droit à moins de transactions ? En fait, il y a... alors, c'est un article un petit peu complexe, mais il y aurait visiblement un médecin qui avait déterminé il y a un bon nombre d'années qu'il y avait un lien entre la mélatonine et un autre facteur qui pouvait te permettre de déterminer si, oui ou non, l'état du rein était plus ou moins... l'un des facteurs... De vie en cas d'arrestation d'un homme noir, par exemple. Ce genre de choses. Donc, il avait fait un lien avec la mélatonine. Mais ce qui est surprenant, c'est que c'est un truc qui est acquis dans les déterminations de nécessité de transplant. Mais s'il remonte, encore une fois, c'est si j'ai bien compris l'article, mais si tu remontes, à aucun moment, les gens ont repris ce paramètre, mais à aucun moment on l'a expliqué. Il est difficile de trouver la raison pour laquelle le lien a été fait, ce qui est quand même hallucinant. Et c'est un truc qui a été introduit dans un algorithme sans vraiment réfléchir aux conséquences du truc sur le... Et donc, ce qu'ils faisaient dans l'étude, c'est que s'ils évaluaient le besoin de transplant pour les patients noirs avec les critères des patients blancs, il y aurait eu beaucoup plus de transplants nécessaires pour les patients noirs. Ce qui est... bref. Donc voilà encore un méfait des algorithmes, et l'idée n'est pas de dire faut pas d'algorithme, mais l'idée c'est de dire que c'est encore une raison d'avoir un petit peu plus d'inclusivité et de faire attention à ce genre de choses, parce que quand je nous regarde là autour de ces micros, quand t'as un groupe de vieux blancs qui prennent les décisions... pour vous, hein. Donc voilà. On est représentatif déjà de la pyramide des âges, mais effectivement, en termes d'inclusion, il y a encore du boulot. Tu veux dire pour nous dans l'émission ? Oui, dans l'émission, oui. Oui, écoutez, je fais beaucoup d'efforts pour avoir des femmes dans l'émission, comme certains d'entre vous le remarquent. Moi, je suis non-binaire, hein, donc... écoute, voilà, on a... faut pas plaisanter avec ça, Cédric. Je plaisante pas. Tu es non-binaire, vraiment ? Non. Ah bon, donc tu plaisantes. Mais je plaisante pas. Tu sais, c'est marrant. Non, mais honnêtement, nous, par exemple, on a des étudiants qui changent d'orientation, de genre sexuel en cours de scolarité. Dans votre école, tu veux dire ? Oui, dans notre école, oui, et on fait très attention à ça, en fait. Bien sûr, oui. On fait vraiment très attention, et attention, loin de moi l'idée de me moquer ou quoi que ce soit, pas du tout. Je vais finir là-dessus, c'est plus très tech, mais on parlait, à propos de complètement autre chose, à propos de Twitch à un moment, de la représentativité des personnes de couleur sur Twitch, notamment. Et c'est vrai que, alors moi, c'est des choses auxquelles je pense, bien sûr, surtout depuis qu'on a plus de visibilité sur ces problèmes de sexisme et de racisme ces dernières années. Et c'est en partie en réaction à ça que j'ai essayé depuis quelques années d'inclure beaucoup plus de femmes dans l'émission, et j'ai pensé bien sûr à la question de la représentativité des personnes de couleur, et je me rends compte dans le milieu du jeu vidéo, mais également dans la tech, c'est vrai que c'est assez rare d'avoir des personnes de couleur, alors pour différentes raisons, mais je vais pas partir dans les questions sociologiques que je maîtrise pas de toute façon, mais c'est vrai qu'il y a très très peu de journalistes, des journalistes maghrébins c'est rare, des journalistes noirs c'est rare, c'est pas évident d'avoir de la représentativité et j'y pense, mais donc voilà, je le dis parce que comme je le disais, on regarde autour des micros et puis il y a que des mecs blancs, mais parfois c'est pas évident, même quand on est plein de bonne volonté, donc bref. Ah bah oui. Écoutez, je vous remercie de nous avoir suivis. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission avec des sujets de
tout type différents. Eux, ils sont bien représentés entre les sujets. On n'a même pas parlé des résultats financiers, parce que vous savez quoi, c'était, je crois, pas hyper intéressant, hein. Il n'y avait pas énormément de choses, donc on vous épargne les résultats financiers quand c'est pas intéressant. La seule chose à retenir, c'est que dans l'informatique, tout va bien. Patrick, tu n'as pas su. Moi, j'ai présenté les résultats boursiers, mais pour faire passer la pilule, je me suis déguisé au moment des résultats boursiers dans mon émission. J'étais déguisé en sorcière pour les divertir. Écoute, c'est malheureusement en audio. Il faudrait peut-être parler des résultats financiers comme ça. Non, peut-être pas. Patrick, c'est une vilaine sorcière. C'est ça, exactement. Bon, allez, on va s'arrêter là. Merci Jérôme, merci Cédric. Si on veut vous retrouver sur Internet, où est-ce qu'on doit se diriger ? Dites-moi tout, Cédric. Alors moi, on me retrouve sur Stu Renegade, même si j'y suis un peu moins souvent, et bientôt sur la chaîne Twitch d'Epitech. Magnifique Epitech, la chaîne Twitch. On a hâte. Moi, ça me rappelle tellement de souvenirs à chaque fois que j'entends Epitech et Epita. Jérôme, où te retrouve-t-on ? Eh ben, on me retrouve sur la chaîne YouTube Nowtech et également sur Twitch chez la chaîne Nowtech QG. Voilà. Donc, on peut me retrouver ces deux endroits-là le matin à 8h pour les news tous les jours de la semaine. Tous les jours de la semaine ouvrés. Parce qu'on bosse pas les jours fériés. Voilà. Les jours fériés, si, quand même non, les jours fériés, maintenant, on les fait pas. Écoute, on ne travaille pas les jours fériés. Je sens un relâchement chez Nowtech. Maintenant, ils se mettent à prendre des jours fériés. Bientôt, ils vont prendre les week-ends. On a pris des vacances cette année. Une révolution. Mais oui. Franchement, Nowtech, c'est plus que c'était. Alors que Patrick, alors que Patrick, disons, pour l'amour de l'argent, il prend pas de vacances. Pas de vacances, si, ça m'arrive de temps en temps quand même. L'été, maintenant, je prends les vacances. Depuis que j'ai un enfant, à un moment... C'est ça. Pour l'amour de l'argent. Bon, allez, on va se quitter là. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez retrouver la newsletter et vous abonner sur notepatrick.com, la newsletter où je mets tous les sujets que je trouve intéressants pendant ma très grande veille que je fais au quotidien. Vous pouvez également retrouver la chaîne YouTube où je viens de poster une vidéo sur Ghost of Tsushima Legends, un add-on gratuit de Ghost of Tsushima absolument magnifique que je vous recommande d'essayer. Vous pouvez également retrouver quoi d'autre, la newsletter, le Discord où vous pouvez discuter des derniers épisodes. Tout ça, c'est sur notepatrick.com. Vous le savez, NotePatrick, c'est absolument partout. Et également patreon.com/rdvtech pour soutenir l'émission. Si vous appréciez, si vous pouvez passer un bon moment, eh bien, vous pouvez considérer l'idée de peut-être soutenir l'émission financièrement. On vous en remercie, on vous fait de grosses bises et à très très vite. Ciao, ciao. L'épidémie de Covid-19 et les maladies émergentes, le cerveau, l'antibiorésistance, le cancer, la veille sanitaire, les podcasts de l'Institut Pasteur, une série de 5 podcasts pour faire le point sur la recherche et ses avancées. À retrouver sur toutes les plateformes à l'occasion du Pasteur Don.